donc aborder la question du Covid-19 sous l'angle du droit à la copropriété, puisque vous savez qu'un certain nombre de questions se sont posées tout de suite après que le gouvernement ait mis à contribution les différents textes pour savoir de quelle manière aménager juridiquement les situations liées au Covid-19. Et donc, dans le plan qui vous a été distribué, j'avais imaginé dans un premier temps aborder l'Assemblée générale pour ensuite traiter du syndic et du conseil syndical. Je vous propose de faire l'inverse. Je vous explique tout simplement pourquoi. C'est qu'une ordonnance du 20 mai est intervenue pour réaménager, pour apporter d'autres précisions que celles qui étaient d'ores et déjà disponibles. Et donc, l'essentiel de mes développements portera sur l'Assemblée générale. J'aborderai bien sûr les points consacrés au conseil syndical dans un premier temps. J'aborderai aussi ce qui vous a été diffusé, je pense, comme information, l'administration du syndicat et le contentieux, mais j'aimerais me concentrer sur les dispositions les plus nouvelles, les plus novatrices aussi, qui concernent l'Assemblée générale des copropriétaires. Alors, s'agissant des règles particulières afférentes au syndic de copropriété, vous avez compris, vous savez, je pense que dès le départ, la question s'est posée de savoir quelle allait être l'incidence principalement du confinement sur la pérennité de la gestion de la copropriété, tout simplement parce qu'un certain nombre de mandats de syndic allaient venir à expiration et que, de par l'impossibilité de convoquer et surtout de réunir une assemblée générale, les mandats de syndic allaient prendre fin, en tout cas un grand nombre de mandats de syndic allaient prendre fin. On aurait eu des copropriétés dépourvues de syndic. Je vous rappelle que la notion de syndic de fait a toujours été refusée par la Cour de cassation, ce qui veut dire que concrètement, le syndic en place ne peut pas continuer de gérer la copropriété en prétextant soit la force majeure, soit la gestion de l'affaire, ce mécanisme qu'on utilise parfois pour justifier juridiquement l'intervention d'une personne au sein notamment d'une personne morale. Donc, il était hors de question de faire en sorte que les syndicats de copropriétaires puissent être dépourvus de syndic et il fallait concrètement que les syndicats puissent être gérés correctement et qu'on puisse assurer la continuité des services au profit des copropriétaires, d'où cette idée de mettre en place un régime dérogatoire par le biais des ordonnances dont certaines déjà ont été traitées par certains d'entre vous précédemment, puisque on va reparler par exemple de l'ordonnance sur les délais, mais il y a des ordonnances spécifiques attachées au droit de la copropriétaire. C'est un droit d'exception à deux niveaux, je dirais. Droit d'exception dans un premier temps parce que certaines des dispositions de ces ordonnances sont rétroactives. C'est-à-dire qu'elles vont s'appliquer à des situations qui sont d'ores et déjà intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Je pense notamment aux mandats de syndic qui sont d'ores et déjà expirés et on verra les délais dans lesquels les syndics peuvent bénéficier de cette rétroactivité. Et puis dans un deuxième temps, dérogation exceptionnelle dans la mesure où on est face en droit à la copropriété à un régime d'ordre public. Régime d'ordre public qui implique qu'on doive respecter à la lettre les adaptations des textes relatifs à la copropriété ne sont pas susceptibles d'intervenir, même avec l'accord de tout le monde. C'est la nécessité d'avoir ces ordonnances dont on va parler, qui vont aménager, qui vont augmenter parfois les règles relatives au statut de la copropriété. Alors, s'agissant du syndic de copropriété, j'ai commencé à aborder la question. Le principal écueil, je vous l'ai dit, c'est l'expiration des mandats de syndic avant la tenue d'une assemblée générale qui devait initialement statuer sur la désignation du nouveau syndic ou la pérennité de la situation du syndic en titre, dans la mesure où son mandat allait être reconduit pour une certaine durée. La première ordonnance, vous la connaissez, ça fait partie du train des 25 ordonnances qui sont intervenues le même jour, les premières grandes ordonnances en la matière du 25 mars 2020. Et cette ordonnance du 25 mars 2020 a créé, dans son article 22, une disposition, j'y reviendrai rapidement pour évoquer les différents épisodes qui ont émaillé cette disposition, ont décidé que dans une certaine période, à partir du 12 mars en tout cas, les mandats de syndic qui expiraient ou qui venaient à expiration à partir du 12 mars et initialement jusqu'à une date d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, allaient être renouvelés. Le terme renouvellement a été utilisé, ce qui veut dire, vous savez, qu'un nouveau contrat
va apparaître. Ce n'est pas le même contrat qui continue, qui est prorogé. On avait imaginé une prorogation dans un premier temps du mandat de syndic. Les pouvoirs publics ont estimé que la technique du renouvellement était préférable et donc un nouveau contrat va pouvoir partir à partir du 12 mars sur la base des informations qui sont fournies par chacun des syndics de copropriété en fonction de la date de leur mandat. Je voudrais faire un petit aparté sur une situation qui concerne malgré tout certains syndics en France, pour ceux qui, en application du principe de précaution, avaient convoqué une assemblée générale avant le 12 mars, qui devait se tenir avant le 12 mars, mais qui ne s'est pas tenue parce que justement, ils ont estimé que la prudence voulait, on avait déjà des bruits assez insistants disant que les regroupements n'étaient pas conseillés, et donc certains syndics de copropriété avaient d'ores et déjà décidé de ne pas réunir les assemblées générales qu'ils avaient pourtant convoquées, et donc leur mandat est venu à expiration avant le 12 mars. Cette date butoir du 12 mars, qui est le début de ce qu'on a appelé pour les syndics la période juridiquement protégée, implique que la copropriété, ici, est bien dépourvue de syndic. Et on en avait vu des illustrations assez fortes parce que, notamment, le ministère de la Justice avait publié une circulaire assez rapidement à destination de tous les magistrats de France pour leur préciser qu'ils devraient peut-être faire face à un flot de demandes d'administration provisoire de copropriété dépourvue de syndic sur la base de l'article 47 du décret de 1967 et que le ministère de la Justice invitait les magistrats à se rapprocher du site du ministère de la Justice dans lequel il y avait un certain nombre de fiches techniques leur permettant d'être sensibilisés à la procédure permettant la désignation d'administrateurs provisoires au sein des copropriétés dépourvues de syndic. Autre possibilité qui est offerte aux copropriétaires, je vais assez vite, c'est l'article 17 alinéa 4 de la loi de 1965 qui autorise, ça c'est depuis la loi Macron de 2015, qui autorise n'importe quel copropriétaire, lorsqu'une copropriété dépourvue de syndic, à convoquer lui-même l'assemblée générale, assemblée qui vise à désigner le syndic de la copropriété. Alors vous savez qu'en période de confinement et même encore aujourd'hui, réunir une assemblée générale, on va en parler tout à l'heure, n'est pas aussi simple que ça. La situation n'est pas revenue à la normale, bien entendu. Donc, sans compter que les tribunaux ne fonctionnent pas tous encore correctement. Ça commence à repartir dans certaines villes, mais on est loin d'avoir le rythme de croisière qu'on connaissait auparavant. Donc, ici, l'ordonnance du 25 mars n'est pas d'un quelconque secours pour les mandats d'ores et déjà expirés avant le 12 mars. S'agissant maintenant de ce renouvellement du mandat du syndic prévu par l'ordonnance du 25 mars, on a mis l'accent sur le fait que ça n'était pas une situation qui allait permettre de résoudre toutes les difficultés. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'un grand nombre de contrats de syndic allaient venir à expiration le 30 juin. Et en fonction des délais initialement impartis par l'ordonnance du 25 mars, c'était un mois après la période après la fin de la période d'état d'urgence sanitaire. Ça nous a amené à la mi-juin, ce qui veut dire qu'il y avait des milliers et des milliers d'assemblées générales qui devaient se réunir dans les 15 jours jusqu'au 30 juin, qui était la date prévue par les contrats de syndic. D'où une deuxième ordonnance, une ordonnance du 22 avril 2020, qui est venue modifier les dispositions en la matière et qui a augmenté le délai. Le point de départ de la période dite juridiquement protégée pour les syndics commence toujours au 12 mars, mais prenait fin 2 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et l'Assemblée générale, qui devait se réunir à l'initiative du syndic de copropriété, avait la possibilité de statuer initialement jusqu'au 10 mars 2020, c'est-à-dire 8 mois après la période la fin de la crise d'état d'urgence sanitaire. Ça n'était pas très, ça n'était pas très judicieux dans la mesure où on pouvait avoir, et on a eu d'ailleurs un prolongement de la période d'état d'urgence sanitaire, et donc ce délai glissant faisait qu'on avait parfois du mal à s'y retrouver dans les dates, d'où une troisième ordonnance, l'ordonnance la plus récente, qui est une ordonnance du 20 mai 2020, qui a décidé tout simplement de déterminer des dates fixes de période
permettant au syndic de copropriété de conserver son mandat. C'est l'article 22 alinéa 1er modifié par l'ordonnance du 20 mai, qui nous dit dorénavant que, je cite, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat de syndic, contrat qui est autorisé par l'Assemblée générale des copropriétaires, et l'Assemblée générale doit avoir statué au plus tard le 31 janvier 2021. Donc on a des dates précises aujourd'hui, s'agissant à la fois des syndics concernés par la fin de leur mandat, par la date de fin de leur mandat, entre le 12 mars et le 23 juillet 2020. L'Assemblée générale, elle, a la possibilité de désigner à nouveau ce syndic ou de désigner un autre syndic jusqu'au 31 janvier 2021. J'attire votre attention sur une question qui a agité un petit peu à la fois la doctrine et puis les praticiens, qui concerne les honoraires du syndic, puisqu'il a été précisé dès le départ par l'ordonnance du 25 mars que le contrat, je vous l'ai dit, était renouvelé. D'où la question des honoraires, parce que renouveler, ça veut dire dans les mêmes termes, mais pour une durée de mandat qui est bien sûr beaucoup plus courte que la durée initialement prévue par le contrat. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que les honoraires vont devoir être versés dans leur totalité alors que la durée du mandat prorogée, enfin en tout cas renouvelée par l'ordonnance est beaucoup plus courte? Non, c'est l'ordonnance du 22 avril 2020 qui est venue préciser à l'alinéa 2 qui a été créé par cette ordonnance de l'article 22, que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée au prorata de la durée de son renouvellement. Certains avaient dit qu'il y avait un risque que certains syndics de copropriété prennent prétexte de ce renouvellement pour demander des honoraires. Bon, ça c'était peut-être un procès de tension qui avait été fait à l'égard des syndics de copropriété, mais en tout cas aujourd'hui tout est clair, c'est au prorata de la durée de son renouvellement. Et il est indiqué, j'en termine par là, à l'alinéa 3 de l'article 22, tel que modifié par l'ordonnance du 20 mai, que les dispositions dérogatoires de l'article 22 ne sont pas applicables lorsque l'AG a désigné avant la publication de l'ordonnance du 25 mars, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020. Alors j'ai du mal à imaginer qu'une assemblée générale ait pu se réunir en pleine période de confinement. Il y en a eu certaines, mais pour un très petit nombre de copropriétaires, pour les très petites copropriétés, mais une assemblée générale qui a pu se tenir entre le 12 mars et le 26 mars, qui est la date de publication de l'ordonnance initiale, admettant qu'un contrat de syndic puisse avoir effet au 12 mars. Ça voudrait dire que l'Assemblée générale s'est réunie après le 12 mars et a décidé que le contrat du syndic allait s'appliquer de façon rétroactive. Bon, j'ai du mal à comprendre l'alinéa 3 de l'article 22, je ne sais pas s'il y aura certaines questions là-dessus, mais toujours est-il que retenez que tous les contrats de syndic qui sont entrés en vigueur avant le 12 mars ne peuvent bénéficier de l'article 22 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Voilà pour le syndic de copropriété. Pour le conseil syndical, je vais assez vite, mais lorsque l'ordonnance du 25 mars, la première ordonnance, est intervenue, on s'est aperçu qu'on avait oublié purement et simplement le conseil syndical. On avait pensé au syndic, mais pas au conseil syndical. Alors, il faut savoir que le conseil syndical est un organe qui est non seulement obligatoire, mais qui est très utile, et notamment qui s'est révélé être très utile en période de crise, dans la mesure où le conseil syndical va être en quelque sorte le relais entre le syndic de copropriété et les copropriétaires, ce qu'il est habituellement, mais dans cette période où des questions se posent, où des initiatives sont prises par les uns, par les autres, par le syndic par exemple, ou par les copropriétaires, le conseil syndical est véritablement un lien qui permet de faire remonter des questions, des informations, et de permettre également aux copropriétaires d'avoir un certain nombre de renseignements qui émanent du syndic de copropriété. La deuxième ordonnance, celle du 22 avril 2020, est venue adopter une disposition à peu près similaire à celle des syndics de copropriété, en ce sens que la deuxième ordonnance avait pour objectif de permettre aux conseillers syndicaux de conserver leur mandat dans les mêmes termes que le contrat de syndic de copropriété. Et donc cet oubli a été rectifié et la fameuse ordonnance du 20 mai qui est intervenue donc il y a quelques jours est venue adopter une disposition similaire pour les membres du conseil syndical, puisqu'il est indiqué d'ores et déjà à l'article 22.1
de l'ordonnance du 25 mars, que le mandat confié aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020, est renouvelé jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée générale, qui doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2021. Les dispositions sont strictement similaires à celles applicables aux syndics de la copropriété, et ça permet donc d'avoir toujours au sein des immeubles un conseil syndical qui va pouvoir, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure pour l'administration des parties communes, qui va pouvoir jouer un rôle qui me semble être important dans la gestion de la copropriété, ne serait-ce qu'à travers les avis que le conseil syndical va pouvoir rendre au syndic de copropriété, qui est libre effectivement de ne pas suivre l'avis. L'avis d'un conseil syndical n'est jamais liant, mais en revanche, ça permet malgré tout au syndic de copropriété de tâter le pouls en quelque sorte des copropriétaires pour savoir si telle ou telle mesure au sein de l'immeuble serait plus ou moins bien perçue et de quelle manière justement expliquer aux copropriétaires ces mesures grâce au conseil syndical. Mais ça, encore une fois, j'y reviendrai un petit peu plus tard. S'agissant maintenant, et c'est la raison pour laquelle je vous l'ai dit, j'ai modifié l'ordre des développements de mon plan, je voudrais évoquer avec vous l'Assemblée générale des copropriétaires, parce que principalement deux difficultés se sont posées s'agissant de l'organe délibérant de l'Assemblée générale, de la copropriété, pardon. La première question, on va y revenir très vite, mais ça peut intéresser un certain nombre de praticiens, qu'ils soient d'ailleurs gestionnaires ou avocats, c'est quid des assemblées générales qui avaient d'ores et déjà été convoquées par le syndic de copropriété, donc à l'époque où le confinement n'existait pas, et la tenue de l'assemblée générale devait avoir lieu au moment de la période de confinement. Qu'est-ce qui se passe pour ces assemblées générales et ensuite, deuxième question, et là, l'ordonnance du 20 mai que j'évoquais il y a un instant apporte des innovations excessivement importantes, c'est possibilité ou pas d'utiliser les moyens qui avaient été donnés à l'origine par la loi Elan du 23 novembre 2018. On attendait beaucoup de la part de ces dispositions. On était plus ou moins limité, je vous dirai exactement pourquoi dans un instant, mais la loi Elan avait un potentiel, recélait un potentiel, alors qu'elle a bientôt 2 ans maintenant, mais elle avait un potentiel susceptible d'être utilisé en cette période de crise sanitaire, et on verra que l'ordonnance du 20 mai est venue apporter des innovations excessivement importantes. Alors, s'agissant des assemblées générales, d'ores et déjà convoquées avant la période de confinement et annulée en quelque sorte, en tout cas avortée, puisque n'ayant pas pu se tenir. La première chose, on en a pas mal parlé, notamment dans la pratique, fallait-il dresser un PV de carence? Alors certains m'avaient signalé que PV de carence, ça voulait dire que justement il y avait une assemblée générale et que par hypothèse l'assemblée générale n'avait pas pu avoir lieu. Peu importe les termes, j'ai utilisé le terme PV de carence qu'on utilise parfois aussi dans d'autres hypothèses, comme en matière de société, comme en matière notariale. PV de carence ou appelez-le comme vous voulez, un document en tout cas qui laisse une trace attestant que l'Assemblée générale n'a pas pu se réunir eu égard à la situation de l'état d'urgence sanitaire. C'est un moyen pour le syndic de copropriété de se ménager une preuve, et l'intérêt de ce que j'ai appelé le PV de carence, c'était de pouvoir être transcrit au registre des PV de l'Assemblée générale pour servir de trace. C'est une vertu probatoire, d'après moi, qui me semble bienvenue. Mais la question principale, s'agissant des assemblées générales avortées, c'est faut-il à nouveau convoquer l'Assemblée générale lorsqu'elle pourra se tenir? C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'on peut imaginer que le syndic de copropriété dise « moi de toute façon j'ai convoqué l'Assemblée générale dans les formes prévues par la loi et le décret avant la période de confinement, aujourd'hui je n'ai pas à reconvoquer », ou j'ai à convoquer dans des conditions, je dirais, minimalistes, en ce sens que je n'aurai pas nécessairement à envoyer une lettre recommandée, ou je n'aurai pas à joindre, et on va en parler dans un instant assez précisément, je n'aurai pas à joindre tous les documents qui sont normalement exigés par le décret de 1967 pour que les décisions soient valides lors de cette assemblée générale. Certains avaient émis l'idée, c'est notamment le cas du GRECO, le groupement de recherche sur la copropriété, avait émis une préconisation numéro 8 qui faisait état de l'article 1218 du Code civil, l'article dont on vous a parlé tout à l'heure, sur la force majeure, en disant que le syndic de copropriété s'était vu imposer cette situation, il avait réalisé ses obligations, et la force majeure l'empêchait de réunir l'Assemblée générale. Pourquoi à ce moment-là ne pas
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais ne pas simplement dire l'Assemblée générale qui n'a pas pu se tenir à tel moment se réunira cette fois lorsque l'Assemblée générale pourra effectivement statuer dans des conditions normales. Le Gréco s'appuyait principalement sur le contrat de syndic, puisque la force majeure, il faut l'appliquer à un contrat, à une convention, et le contrat de syndic, mentionnant que le syndic devait respecter les dispositions de la loi et du décret, le contrat de syndic prévoyant les modalités de convocation aussi parfois dans la convention qui avait été signée par le représentant légal du syndicat, on pouvait appliquer 1218 dans ce cas-là et faire en sorte simplement qu'on n'ait pas à respecter tout le formalisme obligatoire, long et parfois coûteux, prévu par le statut de la copropriété. Pour moi, non. Pour moi, non, parce que on s'appuie sur un contrat, mais ce qui est à respecter, les dispositions sur lesquelles on va appuyer une possible action en annulation d'une assemblée générale, d'une convocation d'une assemblée générale, ce sont les dispositions impératives d'ordre public, je le rappelle, du décret. Le contrat de syndic ne fait pas naître les obligations à l'égard du syndic. Ces obligations, elles découlent du statut de la copropriété lui-même et principalement du décret, j'insiste, de 1967, article 9 et suivant, dont on va reparler d'ailleurs pour l'ordonnance du 20 mai. Donc pour moi, l'argument de la force majeure n'est pas pertinent, et donc il faut respecter tout le formalisme protecteur, même s'il est contraignant, mais c'est la rançon de la protection, c'est respecter le délai de 21 jours, entre le moment où on va convoquer et le moment où l'Assemblée générale va se tenir, deux, faire en sorte qu'on ait une véritable notification, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre recommandée électronique, et surtout trois, et ça a posé des difficultés en pratique, joindre à nouveau les documents qui avaient été envoyés initialement par le syndic de copropriété lors de la première convocation de l'Assemblée générale. Puisque certains syndics, et je les comprends, certains syndics m'ont signalé par exemple, certains qui géraient de grandes copropriétés, mais moi si je fais à nouveau le compte de ce que j'ai dû débourser pour envoyer les photocopies et les notifications, j'en ai pour des dizaines de milliers d'euros. Effectivement, j'ai un ami qui m'a signalé qu'il avait pour 36 000 euros de frais liés aux annexes qui étaient adressés avec le procès-verbal, avec la convocation de l'Assemblée générale. Et donc, la question s'est cristallisée autour de cette question, de cette problématique des annexes, et qu'il faut à nouveau envoyer les annexes. Alors, attention, j'insiste, que l'ordre du jour de l'Assemblée générale est strictement le même. Certains se sont appuyés sur des arrêts de la Cour de Paris pour expliquer que finalement on n'avait pas à envoyer à nouveau toutes les annexes à la deuxième convocation de l'Assemblée générale. Oui mais non. Non, parce que pour moi, le respect des dispositions d'ordre public s'impose. Et c'est d'ailleurs le sens de la position de la Cour de cassation à au moins 3 reprises dans des arrêts qu'on peut qualifier de principe. Si certains d'entre vous souhaitent avoir les références de ces arrêts, je pourrais vous les donner. 2 octobre 2001 et 2 arrêts du 8 octobre 2015, où la Cour de cassation très nettement met en avant l'autonomie, l'indépendance de chaque assemblée générale. Ce n'est pas la même assemblée générale qu'on réunit. Ce n'est pas l'assemblée générale qui n'a pas été tenue que l'on va à nouveau réunir lorsque on pourra à nouveau statuer entre copropriétaires. Non, c'est une deuxième assemblée générale. Il faut refaire une convocation avec le délai, avec les formes prévues par les textes, et notamment les annexes. Dans les 3 hypothèses, dans les 3 arrêts que je vous ai signalés, on avait systématiquement la Cour d'appel, et notamment la Cour de Paris, qui avait mis en avant le fait que l'ordre du jour étant strictement identique pour la première comme pour la deuxième convocation, il n'était pas nécessaire que les documents soient à nouveau annexés à la convocation, et systématiquement la Cour de cassation a cassé pour violation des dispositions du décret de 1967. Je vous lis l'un des attendus de la Cour de cassation en l'occurrence. En l'absence de notification du projet de modification du règlement de copropriété pour la deuxième assemblée générale, l'information des copropriétaires n'est pas suffisante, et donc les 2 assemblées générales étant autonomes, quand bien même avaient-elles le même objet, il fallait à nouveau joindre les annexes. C'est le sens de l'autonomie des dispositions, des résolutions d'assemblée générale et des organes délibérants. Ça pose un problème pratique, notamment pour les syndics, parce que je vous rappelle que ces annexes font souvent l'objet de photocopies, et ces photocopies sont à la charge
du syndic de copropriété. Et donc les 36 000 euros dont je vous parlais pour le syndic de copropriété dans la grande copropriété de la région parisienne, à laquelle je pense, ces 36 000 euros vont incomber à nouveau au syndic de la copropriété. Les frais d'envoi de convocation, oui, sont assumés par le syndicat des copropriétaires et ils seront assumés 2 fois. Mais en revanche, s'agissant des photocopies, elles sont à la charge, depuis les modifications liées à la loi Allure, elles sont à la charge du syndic de copropriété, qui fait que certains vont, pardonnez-moi l'expression, mais le sentir passer assez fortement. S'agissant maintenant des dispositions de la loi Elan. Pourquoi je vous parle de la loi Elan? Parce que le 23 novembre 2018, la loi Elan avait introduit 2 innovations majeures dans le statut de la copropriété, qui était, la possibilité de voter par visioconférence, je vais résumer, mais c'est par par tout moyen électronique permettant d'identifier la personne qui assiste et qui vote à l'Assemblée générale. Et puis la deuxième innovation, c'était le vote par correspondance. Alors effectivement, s'agissant de la visioconférence, on a un décret qui est intervenu le 27 juin 2019 qui nous a dit quelles étaient les modalités permettant de procéder dans les copropriétés à la visioconférence. La seule difficulté, je crois qu'un micro est ouvert. C'est que la seule difficulté, je vous l'ai dit, c'est qu'il fallait qu'une assemblée générale ait préalablement décidé la possibilité du recours à la visioconférence et des modalités techniques par lesquelles on allait pouvoir voter par visioconférence. Donc, une grande majorité, l'immense majorité d'ailleurs des copropriétaires en France, au moment où le confinement est arrivé, n'avaient pas décidé la possibilité de se réunir par visioconférence. Et donc, on était bloqué parce que, alors on m'avait posé la question, c'était assez amusant, on m'avait dit, est-ce que par visioconférence, réunis pendant la période de confinement, ou même maintenant, on pourrait décider de... Alors on verra que l'ordonnance du 20 mai a coupé court à cette possibilité, mais on ne pouvait pas par une assemblée générale tenue en visioconférence décider de la visioconférence. Vous avez compris que c'est le serpent qui se mord la queue. Et s'agissant, deuxième écueil, du vote par correspondance, l'ordonnance Elan, oui, avait prévu, l'ordonnance Elan, donc celle du 30 octobre 2019, avait prévu que non pas un décret mais un arrêté viendrait déterminer les modalités du vote par correspondance et notamment la teneur d'un formulaire grâce auquel les copropriétaires pourraient exprimer leur vote à l'Assemblée générale. Sauf que cet arrêté n'était toujours pas intervenu, alors que je dis n'était, il n'est toujours pas intervenu à l'heure actuelle, mais vous allez voir qu'il se profile fortement. Mais pendant à peu près 2 mois, on s'est tous posé la question. Et pour tout vous dire, j'avais vu le projet d'arrêté, il était finalisé depuis un moment, mais on s'est tous posé la question, pourquoi les pouvoirs publics ne sortent-ils pas cet arrêté qui permettrait de voter, même si le confinement se perdurait en tout cas, permettrait aux copropriétaires de voter en assemblée générale. Voilà, les écueils, la loi Elan donnait cette possibilité, mais dans un cas comme dans l'autre, on était très frustrés de ne pas pouvoir réunir ces assemblées générales sous cette forme-là. Et puis est venue cette fameuse ordonnance du 20 mai 2020, publiée au JO du 21 mai, qui a introduit dans la première ordonnance, celle du 25 mars 2020, de nouveaux articles, articles 22, 2 et suivants, qui viennent consacrer la possibilité de décider par visioconférence et par le biais du vote par correspondance. Vous allez voir dans quelle mesure. Je vous rappelle que les regroupements de plus de 10 personnes étant toujours interdits, les assemblées générales vont directement être impactées par cette interdiction. Alors bien entendu, certains ont dit que dans certains cas, puisque les agences de syndic de copropriété n'étaient pas concernées par les ordonnances restrictives, on pouvait quand même réunir l'assemblée générale. La prudence est malgré tout de mise et j'aurais tendance à dire que l'ordonnance du 20 mai est un coup de pouce aux syndics pour leur dire convoquer les assemblées générales par un autre biais que la présence physique. Pourquoi? Parce que l'article 22.1 pose la règle générale. Il est indiqué que par dérogation, l'article 17.1a de la loi de 1935, c'est celui qui a été créé au lendemain de la loi Elan, prévoyant le vote par correspondance et le vote par visioconférence. Le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'AG par présence physique. 2 choses. Premièrement, c'est le syndic qui décide. Le syndic peut prévoir. Ce n'est pas une obligation, mais c'est le syndic qui décide. J'aurais tendance à penser, eu égard à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il serait quand même très intéressant que le syndic se rapproche du conseil syndical
pour tâter le terrain, pour savoir si la mesure pourrait être accueillie favorablement par les copropriétaires. Mais la deuxième chose, c'est qu'on dit noir sur blanc que le syndic peut interdire aux copropriétaires de se réunir physiquement, puisqu'il est indiqué, le syndic, je le rappelle, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'AG par présence physique. Eu égard par exemple au nombre de copropriétaires, eu égard aussi à la situation de certaines personnes au sein de la copropriété, je pense notamment à des personnes qui sont âgées, des personnes qui peuvent être fragiles, donc le syndic peut lui-même interdire. Je vous rappelle que le syndic n'a pas de pouvoir de décision au sein d'une copropriété. C'est encore une fois un signe du caractère exceptionnel de ces dispositions. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer deux choses. La première chose, c'est que les copropriétaires vont, grâce au syndic de copropriété, pouvoir participer à une assemblée générale par visioconférence, alors même, je le rappelle, que l'assemblée générale ne s'est pas réunie préalablement pour décider de ses modalités. Donc on nous dit, comme on est bloqué puisqu'une AG n'a pas pu se réunir préalablement, on va dire que c'est le syndic qui va d'autorité donner cette possibilité aux copropriétaires, non pas l'imposer, attention, mais donner cette possibilité aux copropriétaires sans passer par le canal d'une assemblée générale préalable. Ils peuvent également, et on va voir que c'est systématiquement le cas dans les nouvelles dispositions, ils peuvent également voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, ce qui veut dire que on prépare l'intervention de l'arrêté. J'anticipe un petit peu sur ce qui va arriver, mais on verra que ces dispositions-là, les dispositions de l'ordonnance du 20 mai, en matière de copropriété en tout cas, entrent en vigueur au 1er juin, dans quelques jours. Ce qui veut dire que dans l'intervalle, on devrait, si on suit la logique du législateur, en tout cas des auteurs de l'ordonnance, on devrait avoir le fameux arrêté de vote par correspondance avec les indications du formulaire et les modalités dans lesquelles ce formulaire va devoir être reçu par le syndic de la copropriété. Et lorsque la visioconférence n'est pas possible, alors là le texte ne dit rien en la matière, on vous dit que lorsque le recours à la visioconférence n'est pas possible, est-ce que ça veut dire qu'il y a une possibilité d'ordre technique? Peut-être que les copropriétaires ne veulent pas de la visioconférence, peut-être que le syndic n'est pas équipé pour cela, peut-être que le conseil syndical va mettre, entre guillemets, son veto, en tout cas va dire au syndic, il vaudrait mieux que tu convoques par d'autres biais. À ce moment-là, le syndic peut prévoir, je cite, que les décisions du syndicat sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Ce qui veut dire que le vote par correspondance ne peut pas être interdit, ne peut pas, en tout cas, faire en sorte que l'Assemblée générale ne puisse pas valablement délibérer. On a toujours cette possibilité de voter par correspondance si on suit les nouvelles dispositions. Maintenant, on va voir dans quelles conditions. Les conditions, c'est toujours l'article 22 de l'ordonnance du 25 mars, modifiée il y a quelques jours. L'Assemblée générale, lorsque l'Assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, le syndic va informer les copropriétaires au moins 15 jours avant la tenue de cet AG par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de réception de cette information. On va donc dire, attention, on a convoqué l'Assemblée générale, mais de façon classique, il y a la visioconférence où il y a le vote par correspondance qui peut d'ores et déjà intervenir. Vous avez cette possibilité-là, donc je vous informe. Moi, ce qui m'embête, c'est l'expression employée par les auteurs de l'ordonnance. Il informe, on ne vous dit pas il notifie. Vous savez que notification dans la copropriété, c'est une signification bien précise. Hein. C'est lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée électronique, voire dans certains cas, pour la convocation en tout cas, la remise contre émargement au récépissé, mais là, ce n'est pas la convocation, c'est une information donnée aux copropriétaires. Donc, on ne vous dit pas notifier, au moins 15 jours, mais après, on vous dit par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception. Là aussi, ça m'embête, parce que qu'est-ce qui permet avec certitude de déterminer la date de réception? Est-ce qu'un mail avec accusé de réception est suffisant? Pour moi, non. Donc, je pense qu'on va à nouveau on va devoir utiliser la technique de la lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée électronique. Et on vous dit une dernière chose, alors ça c'est mon côté encore une fois prof de droit, pardon, mais on vous dit la date de la réception, alors qu'en matière de copropriété, c'est la première présentation de la lettre recommandée, la première présentation de la notification qui fait courir le délai. Là, on vous dit la date de la réception. Mais si la réception n'est pas intervenue concrètement, si une personne n'est pas au courant pour X raisons de cette possibilité, est-ce qu'on peut imaginer que cette personne puisse demander par la suite l'annulation de l'Assemblée générale en disant vous ne m'avez pas permis de voter par correspondance ou par visioconférence? Voilà, attention à la terminologie, elle n'est pas strictement identique à celle qui est employée habituellement en matière de copropriété. Maintenant, il a fallu
passer ce cap, une fois posé le principe, déterminer les modalités de convocation de l'Assemblée générale qui va se réunir par visioconférence ou par correspondance. Et c'est l'objectif de l'article 22.3 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il est dérogé, alors c'est l'expression qui est systématique dans tous les articles relatifs au droit de la copropriété. C'est par dérogation, par dérogation, par dérogation, on l'a compris. Là, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 16 du décret de 67, puisqu'on va le voir, pour ceux qui sont habitués aux règles en la matière, il y a un certain nombre de règles impératives qu'on va mettre de côté, qu'on va écarter, en raison justement des circonstances exceptionnelles que l'on connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'Assemblée générale sera convoquée sans lieu de réunion. Normalement, l'Assemblée générale se réunit au lieu, à la date et l'heure prévue dans la convocation. Ici, le lieu de réunion n'a même pas à être déterminé ni indiqué dans la convocation. Première chose. Deuxième chose, cette convocation doit indiquer que les copropriétaires ne peuvent participer à l'Assemblée générale que par visioconférence, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, possibilité pour le syndic d'interdire la présence physique, puisqu'on vous dit que les copropriétaires ne peuvent pas participer à l'Assemblée générale hormis la visioconférence, mais on a toujours cette possibilité de voter par correspondance. Donc ce sera indiqué noir sur blanc dans la convocation adressée par le syndic de la copropriété. Ça a été confirmé d'ailleurs dans le rapport au président de la République qui accompagne l'ordonnance, puisque vous le verrez sur Légifrance, à la même date, au 21 mai, date de publication de l'ordonnance, le rapport au président de la République qui concerne cette ordonnance est venu expliciter que eu égard aux circonstances, là encore, une assemblée générale pouvait être complètement dématérialisée, sans aucune présence physique. Et ça confirme bien quelque chose qu'on avait imaginé après l'ordonnance, après la loi Elan. Moi, je m'étais posé la question, est-ce qu'on peut imaginer une assemblée générale entièrement dématérialisée? Le rapport au président de la République confirme deux choses. Un, que dans le droit commun de la copropriété, non, pas d'assemblée générale entièrement dématérialisée. Mais, eu égard aux circonstances, l'article 22.3, qui est d'application temporaire, puisqu'on va le voir, il est applicable uniquement jusqu'au 31 janvier 2021, la date qu'on a évoquée tout à l'heure, on a cette possibilité d'avoir une assemblée générale entièrement dématérialisée. Mais c'est temporaire, c'est pendant la période de crise que nous traversons. Troisième point, vous savez qu'il est nécessaire qu'une assemblée générale soit pourvue d'un président de séance, et ce président de séance doit normalement certifier exact la feuille de présence et signer le PV, mais attention, signer le PV au plus tard à la fin de la réunion. Vous savez qu'on a mis fin à cette pratique permettant au président de séance de signer le PV le lendemain, une fois que le syndic l'a mis au propre. Ça, c'est terminé. Il faut avoir rédigé entièrement le PV de l'Assemblée générale à la fin de la séance et le signer. Vous avez compris, on va avoir un problème si on est en visioconférence ou s'il y en a un vote par correspondance. À ce moment-là, il est indiqué à l'article 22.3 que le président de séance certifie exact la feuille de présence et signe le PV 8 jours, dans les 8 jours suivant la tenue de l'Assemblée générale. Ça va bien entendu permettre au syndic de copropriété qui rédige le PV, lui il est toujours le secrétaire de séance, d'envoyer le PV à signer au président de séance, éventuellement au scrutateur s'il y en a, et de faire passer justement ce PV de personne en personne, le président de séance, le ou les scrutateurs, pour ensuite revenir auprès du syndic de la copropriété. On ne précise pas d'ailleurs comment on déterminera si les 8 jours sont écoulés ou non. Est-ce qu'il faudra envoyer la lettre, en tout cas prévoir, comment dire, un émargement du syndic certifiant, peut-être sur l'honneur, qu'il a reçu le document dans les 8 jours. Ça, le texte est complètement muet là-dessus. Et dernière indication, je vous disais qu'il était nécessaire d'avoir un président de séance, sauf que, comment fait-on dans des circonstances un petit peu particulières, notamment lorsqu'il n'y a que le vote par correspondance qui est pratiqué au sein d'une copropriété. Et on vous dit, alors là, la disposition est plus que dérogatoire, j'ai pas de mots pour ça, lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votants, est désigné par le syndic pour assumer les fonctions et les missions du président de séance. Ça va, à mon avis, plutôt qu'un autre.
Voilà, attention à ça. Encore une fois, c'est lié aux circonstances exceptionnelles, mais on ne vous dit pas en revanche comment il choisit l'un des membres du conseil syndical, pourquoi l'un plutôt que l'autre. Le président, on l'a très bien compris. Comment il choisit un copropriétaire également, ça c'est un rôle exorbitant qui est confié au syndic de copropriété. Alors moi je me pose la question, une question très, très basique, mais on sait quel est le rôle du président de séance en temps normal, donner la parole à certains, procéder au vote, recueillir les résultats des votes, proclamer les résultats des votes. Est-ce que ça voudrait dire que le président de séance va faire ça dans son coin tout simplement et va envoyer cela au syndic, ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait au moins une réunion physique entre le secrétaire de séance, le syndic de copropriété, et le président de séance pour au moins rédiger le PV de l'Assemblée générale, parce qu'autrement on aura un document rédigé par le président de séance qui va l'envoyer au syndic secrétaire de séance, qui va rédiger un PV pour le renvoyer. Bon. Est-ce que ce ne serait pas judicieux de prévoir plutôt une réunion des deux personnes, une réunion physique des deux personnes que sont le président de séance et le syndic de la copropriété? Ça, c'est une question que je pose. La possibilité également, article 22.4, je vais assez rapidement, d'augmenter, de gonfler la possibilité de recourir au mandat. Le mandat de vote, qui est le mandat habituel en matière de copropriété, reste toujours d'actualité, mais dans les copropriétés dans lesquelles la réunion par présence physique pourrait intervenir, est-ce qu'on peut recourir malgré tout au mandat de vote classique? Oui, mais attention, le législateur, en tout cas les auteurs de l'ordonnance, ont souhaité gonfler la possibilité pour les personnes d'avoir plus de mandats que d'habitude. Je vous rappelle qu'un copropriétaire, ou un tiers même, peut avoir soit 3 mandats, soit plus de 3 mandats, mais sans pouvoir excéder 10% des droits de vote du syndicat des copropriétaires, y compris ses propres droits de vote. Temporairement, jusqu'au 31 janvier 2021, cette possibilité d'avoir plus de 3 mandats augmente, puisque un copropriétaire, en tout cas le porteur d'un mandat, peut avoir jusqu'à 15% des voix du syndicat des copropriétaires. Certains ont fait le calcul en estimant qu'on avait donc grosso modo la possibilité d'avoir quasiment toutes les voix du syndicat des copropriétaires avec seulement 7 personnes au sein d'une assemblée générale. On ne dépasserait pas 10, et le maximum prévu actuellement. Et dernière disposition sur laquelle je voudrais insister, c'est l'article 22.5 qui nous dit que le syndic de copropriété, lorsqu'il a décidé de recourir au vote via une visioconférence, a la possibilité de décider des moyens et des supports techniques permettant aux copropriétaires de participer à l'Assemblée générale par visioconférence. Je vous rappelle que ça, c'est normalement l'apanage de l'Assemblée générale. C'est ce que prévoit le fameux décret dont je vous ai parlé du 27 juin 2019. Normalement, c'est l'Assemblée générale qui décide des modalités de la visioconférence. C'est le syndic de copropriété, lui encore, qui va pouvoir décider de ces modalités, et il est indiqué que ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'AG, classique en tout cas, se prononce sur leur utilisation. C'est-à-dire que lorsque les copropriétaires sont en mesure de dire oui ou non, on admet ces moyens ou supports techniques. Ça n'est encore une fois pas obligatoire pour les copropriétaires de valider ce qu'a décidé le syndic, sauf que les circonstances nous ont montré que le vote par visioconférence, et regardez dans quelle hypothèse je suis amené à intervenir pour le compte du GREDIOC, comment ces possibilités de visioconférence sont importantes dans cette période de crise, et notamment si on a d'autres, on croise les doigts, mais si on a d'autres périodes qui sont aussi difficiles dans les mois ou les années qui viennent. Une dernière précision, mais ça je l'avais indiqué, les dispositions dérogatoires sont applicables à compter du 1er juin, ce qui laisse penser qu'on va avoir dans les jours qui viennent au moins l'arrêté permettant le vote par correspondance, mais ça voudrait dire aussi qu'on devrait avoir le fameux décret d'application de l'ordonnance Élance, décret qui doit intervenir lui aussi avant le 1er juin, puisque le 1er juin c'est la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 30 octobre 2019. Ce décret est en cours de discussion, il est, comme on dit, dans les tuyaux. On espère qu'il interviendra en même temps que l'arrêté très prochainement. J'ai quelques minutes, mais je vais aller assez vite, pour évoquer à la fois l'administration du syndicat des copropriétaires et le contentieux. Le contentieux, ça ira très vite. Administration du syndicat des copropriétaires par le syndic, mais aussi, je l'ai dit, en collaboration avec le conseil syndical. Premier point que je voudrais voir avec vous, la gestion du personnel employé par le syndicat.
Vous avez tous entendu parler d'un certain nombre de mesures que les salariés pouvaient solliciter de la part de leur employeur. Le syndic de copropriété n'est pas l'employeur du syndicat, du concierge ou du gardien d'immeuble, c'est le syndicat des copropriétaires qui est l'employeur. Le syndic joue en quelque sorte le rôle de DRH, puisque l'article 31 du décret 1967 nous dit qu'il fixe les conditions du travail du personnel employé par le syndicat des copropriétaires suivant les usages locaux et bien entendu suivant la législation en vigueur, c'est-à-dire le droit du travail applicable aujourd'hui. Plusieurs questions se sont posées, je vais très vite. Droit de retrait. Est-ce qu'un concierge, un gardien, un employé d'immeuble peut exercer son droit de retrait dans les conditions de l'article L 4131-1 du Code du travail lorsqu'il estime que la situation le met en danger, lorsqu'il a, je cite, un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé? J'aurais tendance à penser oui. Que si un concierge ou un gardien est particulièrement fragile, eu égard par exemple à sa situation de santé, s'il est cardiaque, s'il est sujet à des pneumonies et de l'asthme chronique, on peut imaginer que la présence d'un ou plusieurs cas de Covid dans l'immeuble le rende assez réticent à continuer d'exercer ses fonctions. Alors à ce sujet-là, deux documents sont susceptibles de nous éclairer, même si je continue de penser que le droit de retrait pourrait être employé en tout cas par certains des employés du syndicat des copropriétaires. Il y a eu un point d'étape rédigé par un certain nombre d'organisations patronales telles que l'ARC, l'UNIS, la FNAIM et la SNPI, qui est intervenu rapidement pour dire non, finalement, dès lors que les consignes gouvernementales sont appliquées par l'employeur, il n'y a aucune raison qu'un salarié dans une copropriété puisse faire jouer son droit de retrait. Ça me semble un peu catégorique. L'immense majorité, oui, on ne sera pas dans une situation de danger grave ou imminent, mais malgré tout, je pense que pour un certain nombre de meubles, ça pourrait être beaucoup plus prudent de faire jouer le droit de retrait qui implique qu'il n'y ait aucune diminution de salaire ni aucune sanction qui soit prise à l'encontre de cette personne. Et le deuxième document, c'est une circulaire du ministère chargé de la ville et du logement du 25 mars 2020, indiquant que les concierges gardiens d'immeubles peuvent continuer à travailler en respectant les consignes sanitaires, notamment les mesures barrières. Bon, mais encore une fois, ça me semble vraiment trop abstrait pour s'appliquer en tout cas à toutes les situations. S'agissant de l'administration du syndicat pour les obligations, et c'est lié à ce que je viens de vous dire, les obligations du syndic en la matière, le syndic entend que mandataire du syndicat des copropriétaires qui est l'employeur, doit en tout cas mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre aux salariés d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Leur fournir des gants, des masques, des casques de protection, du gel hydroalcoolique, les produits ménagers nécessaires pour faire en sorte que les tâches soient accomplies au sein de la copropriété, nettoyer les poignées de porte, nettoyer les cages d'ascenseur, permettre la distribution du courrier. Aussi, pour des impératifs d'hygiène, pouvoir sortir les ordures ménagères, parce que ça aussi c'est un élément très matériel, mais qui a son importance. Donc, éventuelle responsabilité du syndic, certains en ont parlé, pourquoi pas. Le syndic doit en tout cas être réactif et doit faire en sorte qu'on ait au profit du salarié les moyens mis à sa disposition pour qu'il puisse réaliser son activité. Chômage partiel, alors je l'évoque vraiment en 10 secondes, pour dire que dans certaines hypothèses, le chômage partiel a été envisagé dans certains syndicats, une réduction de l'horaire de travail par exemple, mais ça suppose une demande en préfecture. Là je vous renvoie aux dispositions du Code du travail. Administration du syndicat pour les travaux, ben oui, les travaux, peu importe la situation de crise sanitaire, avec un bémol, j'aurais tendance à penser que cette obligation de réaliser les travaux est impérative en cas de travaux urgents. D'urgence sanitaire, il y avait le confinement où on est dans les suites du confinement. Donc les travaux urgents, on peut ne pas les réaliser, non. Si les travaux sont urgents au sens du droit à la copropriété, c'est-à-dire lorsque le syndic va devoir engager des mesures nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il ne semble pas possible d'invoquer le pour cela. Maintenant, on peut se heurter à un problème pratique moins prégnant en cette période de déconfinement, mais c'est la disponibilité des entreprises. C'est le fait que certaines entreprises ont pu fermer, certaines entreprises sont débordées également, et que les travaux urgents peuvent être réalisés parfois avec retard. Donc ça fait partie des aléas de ces mesures. Pour le paiement des charges de copropriété, là encore, je vais assez vite, je vais même très vite, pas de disposition dérogatoire.
On en a entendu parler, vous savez, dans le cadre des baux commerciaux, pour les loyers, pas de disposition dérogatoire en la matière, on doit payer ses charges comme cela a été prévu initialement par l'Assemblée générale des copropriétaires avec les délais prévus. Maintenant, là aussi, il y a une adaptation liée aux circonstances et on peut très bien imaginer qu'un syndic de copropriété puisse conférer des délais de paiement à des personnes qui sont en situation difficile. Donc, qu'on prenne en compte les éléments au cas par cas. On aura toujours des petits malins qui vont dire oui mais j'ai des difficultés, mais ceux-là on les connaît parce qu'ils sont systématiquement en retard, qu'il y ait Covid-19 ou pas Covid-19, ils sont systématiquement, ils passent souvent à la limite de la saisie immobilière parce qu'on les connaît, ça les syndics seront moins enclins à des mesures de faveur, mais autrement il est tout à fait compréhensible que le syndic puisse accorder notamment des délais de paiement, mais il n'y a pas en revanche de dispense prévue soit par les textes, soit par la jurisprudence. Je vous rappelle que la jurisprudence insiste sur le fait que l'exception d'une exécution, par exemple, le fait qu'on n'ait pas réalisé les travaux pendant la période de confinement, on n'ait pas réalisé les travaux ne permet pas de faire échec à ce paiement des charges de copropriété qui est aussi une obligation d'ordre public. S'agissant du recouvrement, c'est une mesure qui est liée directement ou indirectement à la disponibilité aussi des tribunaux, puisque dans certains cas, on a des syndicats de copropriétaires qui vont devoir mettre en œuvre des procédures de recouvrement, mais là aussi, la période peut apparaître relativement difficile. Je termine, puisque j'ai été trop long, par le contentieux, les recours. Là, c'est une ordonnance que vous connaissez bien, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, la fameuse ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, qui est venue s'appliquer également au recours intenté au sein des copropriétés. Je prends l'hypothèse d'un copropriétaire qui souhaitait demander l'annulation d'une décision d'assemblée générale. Le délai vient à expiration, le délai de 2 mois vient à expiration pendant la période juridiquement protégée. Que se passe-t-il? Eh bien, le délai de 2 mois, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars, va commencer à courir. On bénéficie du délai de 2 mois, même s'il a commencé avant. On bénéficie encore d'un délai de 2 mois, eu égard au terme de l'article 2, à compter de la fin de la période juridiquement protégée. C'est-à-dire concrètement, vous savez que la période juridiquement protégée prend fin au 23 juin à minuit. Donc un copropriétaire pourra encore agir jusqu'au 23 août 2020 à minuit pour intenter une action envers le syndicat des copropriétaires. Quand il s'agit de la prescription décennale, ce sera exactement la même chose. C'est le maximum prévu par l'article 2, c'est 2 mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Voilà, une nécessaire adaptation, une nécessaire prise en compte des situations particulières qui amènent soit les auteurs des textes, soit ceux qui ont appliqué ces textes à faire preuve de prudence et de pragmatisme. Mais ça, c'est la période qui le veut. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette intervention très très claire. Alors, une question d'Aurélie Michel qui voulait savoir s'il était possible, pour éviter l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception supplémentaire par le syndicat, possible de joindre le PV de carence à la convocation de la nouvelle Assemblée générale ordinaire, faire en fait un envoi groupé, PV de carence et nouvelle convocation, ou est-ce qu'il faut forcément faire 2 recommandés distincts? Non, le PV de carence n'a pas à être adressé aux copropriétaires. Il fera partie de ce qu'on appelle les archives du syndicat. Je l'ai indiqué tout à l'heure, il sera prudent pour le syndic de le mentionner au registre des PV de l'Assemblée générale, qui existe pour tous les PV d'AG. Simplement ici, c'est une modalité qui permettra de servir à démontrer, en cas de contentieux éventuel, que l'Assemblée générale n'a pas pu se tenir pendant la période, on n'a pas à l'envoyer aux copropriétaires. On peut simplement, dans la nouvelle convocation, et je pense qu'il y a besoin que, enfin, ce sera à réaliser malgré tout, un envoi recommandé pour la nouvelle convocation de l'Assemblée générale, mais peut-être indiqué dans un point d'information. On le fait régulièrement pour alerter les copropriétaires sur certaines questions. Ça ne fera pas l'objet d'un vote, mais ce sera un point d'information disant aux copropriétaires, voilà, eu égard aux circonstances, l'Assemblée générale qui devait se tenir, par exemple, le 25 mars, n'a pas pu, pour des conditions compréhensibles, se tenir. Et donc, vous trouverez 6 juin la nouvelle convocation pour une Assemblée générale qui doit se tenir le 15 septembre ou le 20 octobre, etc. Mais on n'a pas besoin de faire un envoi du PV de carence auprès des copropriétaires. Il est à la disposition des copropriétaires comme ils le veulent. Il pourrait être sur le site extranet, puisque beaucoup de copropriétés ont un site extranet maintenant, depuis l'intervention de la loi Allure. Donc on pourra le consulter, je pense, sur extranet. Le syndic le mettra presque automatiquement.